Shibok interdit de mourir intentionnellement. Mais pour ceux qui s'apprêtent à faire le grand saut, il reste une chance de le faire avant l'heure. J'ai toujours résisté aux religions, mais le prophète ne s'est jamais trompé dans ses prédictions. On peut le croire ou non, mais les faits sont là, et ils sont indiscutables. 1000 âmes suicidées, défigurées, sont revenues de l'au-delà pour subir leur châtiment dans les métropoles crasseuses de la nouvelle ère. Ils travaillent comme nettoyeurs dans des gargotes de bas étage, ou nettoient les arrière-trains de vieillards dans des hospices. C'est le sommet de leur existence. Ils ne trouveront rien de mieux. Leur malédiction est éternelle, et Shibok détermine leur destin. Il est notre prophète, et on ne peut rien y changer. Alors, qu'en est-il de mon propre destin? Dans notre monde, chaque personne a son propre guide vers le royaume des morts. Trouver son guide, c'est comme avoir son billet pour l'au-delà dans la poche. Ce guide, il ou elle, on les appelle souvent des sorcières, mais elles n'ont rien à voir avec le folklore chrétien. Elles ne prêtent allégeance à personne, ne jettent pas de sorts et ne transforment personne en cochon. Elles migrent simplement de ville en ville, de continent en continent, dissimulant leur vraie nature tout en cherchant leur propre guide. Mais d'après Shibok, elles n'ont pas de guide et sont coincées ici pour toujours. Trouver la sienne, ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Elles viennent à chacun de nous dans les 10 premiers jours après notre naissance. Elles touchent le front des nouveau-nés de leurs doigts, les marquant comme leur propriété. Cela se passe généralement à la maternité, mais parfois, elles se glissent dans les maisons, déguisées en inspecteurs des affaires familiales. Elles le font pour éviter que vous ne mouriez d'une balle perdue ou d'un accident de camion causé par un chauffeur ivre. Shibok dit que chacun a un destin tracé. J'ai dû dépenser une fortune, presque toutes mes économies, pour mener une enquête détaillée, recueillir une montagne de documents sur les gens qui se trouvaient à la maternité ou qui sont venus rendre visite à ma mère pour des félicitations. J'ai éliminé des centaines de pistes et je l'ai trouvée. Une femme d'environ 30 ans, brune, sans trace d'ADN ni empreinte digitale. J'ai identifié son visage et trouvé des correspondances dans des vidéos de dizaines d'aéroports internationaux. En 35 ans, elle a changé de nom seulement 3 fois. Aujourd'hui, mon guide s'appelle Rita. Je l'ai suivie pendant 5 longues années et maintenant, je l'ai presque atteinte. 6 dernières années, elle vivait près de chez moi, dans ma ville. Il était presque minuit et j'étais assis dans ma voiture, moteur éteint, sur le parking près du quai, observant les gens qui sortaient d'un bar du port, avec sa vieille enseigne aux néons tremblotantes. Marga, je l'ai vue entrer, mais l'intercepter en présence de témoins aurait été trop risqué. Des dockers légèrement éméchés sortaient du bar. Certains partaient avec leurs femmes, et le parking se vidait peu à peu. Vers 1h30, ma sœur m'a appelée. Elle s'inquiétait pour moi. J'avais rompu tous les liens avec mes proches et n'avais pas de domicile fixe. « Allô, où es-tu » ? À la maison, je regarde la télévision. Ma sœur resta silencieuse un moment au téléphone. Elle savait que je mentais, mais elle ne voulait pas me faire de reproches. « Appelle-moi demain », finit-elle par dire. « D'accord. » Nous savions tous les deux que je n'appellerais pas. Cela faisait longtemps que j'étais devenue un fantôme. Je ne voulais pas que mes proches ressentent ma perte. Elle sortit du bar vers 4h du matin, grande, perchée sur de hauts talons,
coiffée d'un chignon sophistiqué, habillée d'une veste cintrée et d'une jupe étroite, tombant juste en dessous des genoux. Elle ne se fondait absolument pas dans la foule locale, mais je ne pense pas que quiconque osait l'importuner. Un seul de ses regards suffisait à dissuader toute tentative de rapprochement. Je suppose qu'elle aimait boire le rhum local et écouter les récits des marins. Toujours en quête de quelque chose, ils apprécient les histoires étranges, même si elles sortent de bouches éméchées. J'étais entrée plusieurs fois dans le bar en cachette pour l'observer, la voyant boire et enchaîner les cigarettes, entourée de compagnons bruyants, mais toujours seule. Personne ne s'approchait d'elle, ceux qui confirmaient sa véritable nature. Elle alluma une autre cigarette et de son regard glacé, balaya le parking faiblement éclairé par un unique lampadaire. Ma voiture se trouvait seule à l'orée du cercle de lumière. Elle fixa directement mon véhicule et je ressentis un frisson de peur. Mais il n'était plus question de reculer. Elle jeta son mégot dans ma direction et se mit à marcher sous les sombres acacias, le long du quai bordé de bateaux de pêche. Dès que l'obscurité l'eut englouti, je sortis de ma voiture, le revolver fermement serré dans la poche de ma veste. Ce soir serait ma 7e tentative pour l'attraper. Je la suivais grâce au bruit de ses talons, un repère infaillible. Les lampadaires s'allumaient 1 sur 3, ceux qui me permettaient de l'apercevoir par moments. Je savais que si je ne la rattrapais pas avant le 7e lampadaire, elle disparaîtrait dans la ruelle sombre qui, depuis la rue des Poissonniers, se divise en 3 directions. Elle émergea dans le halo du 6e lampadaire. Je sortis le revolver de ma poche et me précipitai vers elle en courant. Mes bottes résonnaient sur les pavés, me trahissant bruyamment, et il n'y avait plus de temps à perdre. C'était maintenant ou jamais. Nous n'étions plus séparés que par une 50aine de pas lorsqu'elle disparut à nouveau dans l'obscurité avant le 7e lampadaire. J'étais prêt à crier et tirer en l'air pour attirer son attention. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Elle tourna brusquement vers la mer. Pour la première fois, elle changeait de trajet. Je m'immobilisai, tendant l'oreille dans la nuit. 16 talons fins résonnaient, frappant le sol avec régularité, comme pour confirmer sa direction vers la mer, vers le vieux quai des pêcheurs où les chalutiers étaient amarrés. Quelques lampadaires tamisés jetaient des lueurs bleutées qui dansaient sur les vagues. Je la vis avancer sur la jetée en bois, s'étendant sur une 100aine de mètres dans la mer. Je restais encore un instant figé, ressentant une vague d'angoisse, comme si des aiguilles perçaient ma peau. Elle s'engageait délibérément dans une impasse. Depuis la jetée, elle ne pouvait pas fuir, à moins de se jeter à l'eau. Ma main serra davantage la crosse du revolver, et avec la détermination d'un assassin, je me dirigeai vers elle. L'obscurité se mêlait ici aux reflets bleus des lampadaires. Des caisses et des barils de poissons jonchaient la jetée, formant un labyrinthe. Sa silhouette se perdait dans ce dédale de cordages et de filets abandonnés. Je ne percevais plus le bruit de ses talons, mais j'apercevais toujours sa coiffure relevée. Elle avançait toujours, comme si quelqu'un l'attendait là-bas. Je franchis plusieurs dizaines de mètres entre les barils et les bateaux, et j'aperçus son dos. Elle se tenait au bout de la jetée, loin devant, où une bouée verte flottait au rythme des vagues. Je levai le revolver, visant sa tête. « Arrête, Rita !» Mais à l'instant suivant, un coup violent à la tête me fit vaciller.
le revolver s'échappa de ma main et plongea dans la mer avec un léger bruit d'eau. Le coup ne me fit pas tomber, mais je compris aussitôt que j'étais tombée dans un piège. En me retournant, je vis un croissant de lune percer les nuages, tandis qu'un colosse à la large carrure et aux joues rouges, vêtu d'un tricot de marin, abattait sur moi son gourdin pour un deuxième coup. J'eus juste le temps de lever la main, reculant en trébuchant, avant de tomber sur le dos. Le troisième coup devait me fracasser le crâne. Je tendis vainement les mains en fermant les yeux. Non, pas comme ça. Mourir de la main d'un meurtrier était interdit, car selon Shibok, cela transforme une personne en esclave éternelle. Mais je n'avais pas le choix. À une seconde du coup fatal, son visage me revint en mémoire. Nicole, mon amour perdu, qui m'avait conduit à cette fin. C'est absurde, je le sais, de chercher la mort à cause d'un cœur brisé. Mais c'est ce qui arrive quand on mise tout et qu'on se trompe. J'aurais pu guérir mes blessures, reconstruire ma vie, même fonder une famille. Mais quelque chose s'était brisé en moi, irréparablement. Je ne pense pas que Nicole en soit responsable. C'est juste un dérèglement dans mon esprit. Je me sentais comme un déchet, encore en vie sans raison. Nicole, murmurèrent mes lèvres. Étrangement, je ne ressentis rien. Quelle absurdité! Et juste au moment où mon crâne aurait dû éclater, rien ne se produisit. Ou plutôt, quelque chose se produisit, mais pas pour moi. L'homme massif fut soudain soulevé dans l'air, comme attrapé par un géant invisible. Son visage rougeoyant exprimait la stupeur. Et quelques secondes plus tard, j'entendis son corps s'écraser sur les pavés comme un énorme sac de viande. Il n'avait même pas eu le temps de crier. Devant moi, apparurent alors ses longues jambes. Les yeux verts de Rita brillaient comme de l'acier. Elle esquissa un sourire en coin et se positionna de manière à ce que ma tête se retrouve entre ses jambes. Malgré moi, mon regard se posa sur l'ombre sous sa jupe, mais le bout de sa chaussure se posa aussitôt sur mon front. « Tu veux mourir ?» Sa voix n'avait rien de questionnant. « Conduis-moi » murmurai-je, encore étourdi par le coup. « Pourquoi ?» Elle retira son pied de mon front, comme si ma demande l'avait réellement surprise, comme si tu ne le savais pas. Rita parut perplexe, mais sans émotion réelle. « Tu es un imbécile. J'ai fait mon choix. Tais-toi. » Ses yeux flamboyaient de colère. « Tu connais les règles. Si je t'attrape, tu dois me conduire. Mais tu ne m'as pas attrapé. » Rita sourit avec ruse. Pour la première fois, je sentis le sang chaud couler sur ma nuque, accompagné d'un mauvais pressentiment qui me glaça. « Je te conduirai, » dit-elle d'un ton indulgent. « Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. J'aime ton audace. Tu aurais pu réussir, devenir quelqu'un. Dans la vie suivante, peut-être. Il n'y aura pas de vie suivante. Alors, que dois-je faire ?» Rita s'agenouilla sur ma poitrine, son visage ovale proche du mien. Elle glissa ses longs doigts dans mes cheveux en bataille, puis descendit sa main jusqu'à la nuque, là où ma blessure palpitait. La douleur me fit mordre les lèvres. « D'ici au crépuscule demain, » dit-elle d'un ton sévère, en soulevant légèrement ma tête. « Tu tueras celui qui ne tient pas ses promesses. C'est la règle. Si tu échoues, tous ceux que tu connais, jeunes et vieux, mourront. » Elle lâcha brusquement mes cheveux, et la douleur me revint, encore plus intense. Shibok interdit toute tentative d'influencer son propre destin. La fin de chacun est prédéterminée, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa quête. Enfin,
Je ne connaissais pas ces règles, mais je n'avais certainement pas l'intention de les enfreindre. J'étais assis dans la voiture, pressant un vieux pull contre ma blessure à la tête, en regardant l'enseigne clignotante de Morgan. Dans la boîte à gants, il restait 2 revolvers. L'idée de la mort m'avait déjà poussé à envisager différentes façons de l'approcher. J'avais passé de longues soirées à essayer chacun des canons contre ma tempe, mais je n'avais jamais envisagé d'utiliser une arme contre quelqu'un. Désormais, pourtant, en moins d'1 jour, je devais trouver un menteur et lui faire sauter la cervelle. La pensée que cette journée serait la dernière me rassurait. Ma conscience n'aurait pas le temps de me torturer jusqu'à la mort, à moins que ce ne soit pour être conduit en enfer. Les jeunes et les vieux, répétai-je comme un spectre, repensant aux paroles de mon guide. Et ensuite, à ma sœur, à ses 3 enfants et à nos vieux parents qui avaient tant cru en moi. Elle avait raison. J'aurais pu devenir quelqu'un. Un médecin, peut-être. Mais que dire maintenant ? Maintenant, je n'avais qu'une chose à faire, tuer quelqu'un. Ma sœur me haïrait sans doute quand elle l'apprendrait, et elle ne comprendrait jamais que je faisais tout cela pour eux. Comment avais-je pu en arriver là ? Je lâchai un juron, sortis de la voiture et me dirigeai vers le bar des marins locaux. Je m'installai derrière le comptoir désert et commandai une bière. Derrière le barman, sur les étagères, un portrait de Chibok souriait, représentant un jeune asiatique vêtu d'un kimono blanc, le prophète de la nouvelle ère. On dit que son image porte bonheur. Aujourd'hui, cela n'allait pas fonctionner. Quelqu'un n'aurait certainement pas de chance. Le bar baignait dans un épais nuage de fumée de cigares cubains, mélangés aux effluves de rhum, de sueur de travail et de filles de porc. Quelques prostituées aux allures exagérées étaient assises sur les genoux de jeunes marins marchands qui passaient sans retenue leurs mains sous les jupes et les chemisiers de leurs compagnes. Autour de la table, l'ambiance était à la fête, et leur rire éclatait presque chaque seconde. Les filles riaient à gorge déployée, la tête rejetée en arrière, comme dans un mauvais film. Aux autres tables, l'atmosphère était plus calme. À l'aube, beaucoup étaient déjà bien éméchés, buvant distraitement, levant leurs verres de façon mécanique. 6 gens-là avaient besoin de boire pour affronter la rude journée de labeur qui les attendait au port ou en mer. J'aurais pu tuer n'importe qui ici, sans le moindre scrupule, étant devenu sociopathe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je devais respecter les règles. Un plan se forma rapidement. Je reconnus quelques habitués qui m'avaient déjà demandé un verre de rhum. Dans tous les bars, il y a des piliers. Après quelques gorgées, une victime potentielle se glissa à mes côtés. Un homme barbu de mon âge qui s'installa sur le tabouret haut près de moi. Il semblait étonnamment sobre. Je lui adressai un sourire amical, me sentant comme un tueur en série. Ils devaient tous sourire ainsi lorsqu'ils s'apprêtaient à tuer. Nuit difficile, me lança l'homme avec un sourire en retour. Oui, répondis-je. Je repoussai mes cheveux en arrière, pris une longue gorgée de bière, puis sortis mon portefeuille de ma veste, en tirant volontairement un billet de 100 pour commander une autre bière. Écoute, mon frère, lança-t-il, mordant à l'hameçon. Tu pourrais me prêter une dizaine pour demain ? J'acquiesçai sans hésiter, lui tendant le billet. Mais seulement jusqu'à ce soir. Je quitte la ville cette nuit. Comme tu veux, mon ami, répondit-il avec un sourire radieux. Où puis-je te retrouver ? Sa question me surprit.
dans ce genre de lieu, prêter de l'argent, c'est comme donner un cadeau sans attendre de retour. Mais pour une raison inexplicable, je lui indiquai une gargote non loin où j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner avec des crêpes farcies à la viande. C'était étrange de ne pas lui dire non, alors que j'envoyais habituellement les gens au diable. Mon geste sembla produire un effet quasi miraculeux. Il débordait de remerciements. Il me disait que j'étais un type bien. Je me dépêchais de finir ma deuxième bouteille. Et alors que le barbu s'apprêtait à partir, je le retins par la manche. « Alors, tu jures que tu seras là avant ce soir ? Promets-le, par Dieu. » Dans ma tête, je tirais déjà le chien du revolver. « Je le promets, » dit-il en hochant la tête. Je le lâchai, pris une dernière gorgée de bière, puis me dirigeai vers ma voiture. Pendant le reste de la nuit, je ne parvins pas à chasser cet homme barbu de mon esprit. Il n'était visiblement pas du coin, probablement coréen. Il me rappelait quelqu'un, mais qui ? Shibok dit que, pour être heureux, il suffit de le vouloir, et le bonheur viendra à toi. Je ne pense pas que ce soit des paroles en l'air, mais je ne comprends pas comment on pourrait ne pas vouloir être heureux. Après tout, des millions, peut-être des milliards de personnes sur Terre ne peuvent pas dire qu'elles sont heureuses. Je m'endormis dans la voiture avec un pressentiment vibrant que mon objectif était plus proche que jamais. Je n'avais pas été aussi excitée depuis la seule et unique fois où j'étais tombée éperdument amoureux. Un bruit sourd contre la vitre me réveilla. En ouvrant les yeux, je vis Nicole. Ses longs cheveux blonds, illuminés par les premiers rayons du soleil, lui donnaient l'apparence d'un ange. Serais-je déjà mort ? Pensais-je. Elle me vit éveillée et me fit signe avec un sourire éclatant. N'en croyant pas mes yeux, j'abaissai la vitre. Cela faisait plus de 5 ans que nous ne nous étions pas vus, mais elle n'avait pas changé. « Nicole » murmurai-je. Elle hocha la tête, comme dans un rêve. Un rêve merveilleux qu'un réveil pourrait briser d'un coup. Mais les secondes passèrent et elle ne disparut pas. Cela me glaça d'effroi. « Que fais-tu ici ? Je te cherchais. Des amis m'ont dit que tu traînais près de ce bar. Et me voilà. » Sa voix, douce et sincère, s'immisça dans l'habitacle empestant la bière, comme une bouffée d'air frais. J'étais totalement désorientée et enivrée par sa présence. Elle portait une robe légère, bleu pâle, dévoilant de longues jambes fines. Ses grands yeux gris, son sac en cuir de crocodile. Je me sentais comme un drogué, recevant une première dose après des années d'abstinence. « Tu es magnifique. »« Merci, Greg, » répondit-elle avec ce regard espiègle que je connaissais bien. « Si tu te lavais et te coupais les cheveux, tu pourrais aussi avoir l'air d'un être humain. Mais ton mari, ta famille, on a divorcé. Notre fille est avec moi, » annonça-t-elle d'un ton détaché, comme si elle partageait une information insignifiante. J'ai pensé à toi. Et toi ? Son image s'était presque effacée de ma mémoire. Mais il avait suffi d'un instant pour que tout revienne en force. Les premiers jours après une rupture sont un supplice insoutenable. La solitude soudaine t'assomme, t'érode l'esprit de l'intérieur et déchire ton âme en morceaux. Tout ce qui était beau devient poison. On ne sait plus où se réfugier face à ce tourment. Depuis lors, j'ai vu chaque personne comme un mort vivant, mais je n'aurais jamais imaginé que les morts puissent revenir à la vie. Je sortis de la voiture, incapable de répondre à sa question, fixant seulement
ses grands yeux gris, comme si je regardais un être venu d'un autre monde. J'ai cessé de penser à toi. Pardonne-moi. Elle tenta de me toucher, mais je me reculai. Non, c'est moi qui suis désolée. Je t'ai fait du mal. Ne t'inquiète pas, Nicole. Ce qui est passé est passé. Je sentais mon haleine chargée d'alcool. J'aurais donné $1 million pour qu'elle ne me voie pas dans cet état. Que diable faisait-elle ici? Tu ne veux pas essayer encore une fois? Son offre avait quelque chose de surréaliste. Cette nuit, j'avais prévu de quitter ce monde, et rien ne pouvait m'en empêcher. Non, secouai-je la tête, comme un vieux fantôme. On ne peut pas tout recommencer. Je n'étais plus celui que j'avais été. Elle baissa les yeux, et soudain, je compris. Pourquoi es-tu venue? Notre fille ne peut pas être acceptée dans l'ordre de Shibok sans l'accord des 2 parents. Notre fille, Greg, je ne veux pas qu'elle devienne une paria. Il me faut ta signature. Elle sortit précipitamment une tablette de son sac. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Le ciel tourbillonnait au-dessus de ma tête et j'avais du mal à respirer. Je la détestais et j'avais envie de la tuer sur place. Je me détournai d'elle et marchai vers la mer. Greg, Nicole me suivit avec sa tablette tendue. C'était nécessaire. Tu ne savais même pas ce que tu voulais. Ça n'aurait rien donné entre nous. Mais maintenant, je suis prête à essayer de nouveau. Pendant 1 minute, elle continua à se justifier. Son visage apparaissait tantôt à droite, tantôt à gauche. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, elle me supplierait de la sorte. Moi, un homme au bout du rouleau, avec un dernier jour en poche. Je m'arrêtais au bord du quai, où les rayons du soleil dansaient sur une nuée de poissons zébrés nageant entre les chalutiers. La mer m'apaisait toujours. Grand, hirsute, vêtu de jeans sales et d'une veste de velours élimé, je me regardais dans l'eau. Une ombre, ni clochard, ni étudiant détraqué. Quelque chose entre les deux, un être qui n'était plus tout à fait un homme. Passe-la-moi, dis-je sèchement. J'avais hâte que tout cela se termine. Elle tendit la tablette et j'apposai mon pouce sur l'écran. Le portail de l'ordre de Shibok afficha joyeusement un message indiquant que notre fille était acceptée. Elle avait désormais la possibilité de devenir quelqu'un, peut-être médecin ou comptable. Sans adhésion à l'ordre, les perspectives de carrière étaient limitées. « Tu es quelqu'un de bien, Greg », dit Nicole en rangeant la tablette dans son sac. « Je te remercie sincèrement. » Elle s'éloignait déjà. Son parfum de luxe s'évaporant dans l'air, chargé d'odeurs de poisson, provenant des bateaux de pêche. « Attends, » dis-je, réalisant que je perdais peut-être encore une fois quelque chose d'important dans ma vie. Je veux la voir. Emmène-la au café à crêpes, à 2 rues d'ici. Tu connais celui avec les cocktails à la goyave. À 8 heures. S'il te plaît, sois là. Je ne vous dérangerai plus après ça. Nicole s'arrêta, l'air déconcerté. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, et j'y percevais une lutte entre l'humanité et le cynisme en elle. « D'accord, Greg, » dit-elle enfin. « Je te le promets. » Je ne comprenais pas pourquoi elle prononçait ce mot idiot. Shibok ne tolère pas les promesses en l'air. Il dit que les mots vides donnent naissance à des démons qui grandissent en nous et finissent par nous rendre fous. Mais Nicole n'a jamais été croyante. J'occupais une table bleue au fond de la salle. J'aimais ces banquettes rouges moelleuses, les carreaux blancs et noirs du sol en damier, et le long comptoir où une jeune équipe en tablier s'activait. Des bonnets de cuisiniers se pressaient ici et là, et l'odeur des desserts vanillés, des crêpes et des fruits
emplissait l'air. Les familles modestes et les jolies jeunes femmes venaient ici après une longue journée de travail. Les conversations paisibles aux tables voisines me berçaient, me tranquillisaient. En fermant les yeux, je me laissais absorber par les bribes de phrases banales, m'imprégnant de ce monde et devenant un fragment de chaque personne autour de moi. Et mon pote, une main forte se posa sur mon épaule et je quittai ma rêverie à contre-cœur. Le barbu, jurai-je intérieurement. Tiens ta dizaine. Merci encore mon ami, tu vas bien? Je tenais le billet et regardais cet homme comme s'il était un fantôme. Tu veux un verre? Son énergie dégageait une telle pureté, une aura presque christique, comme Jésus de Nazareth. Comment avais-je pu trouver une âme aussi pure dans ce cloaque portuaire? Non, merci, répondis-je, sentant des frissons au bout des doigts. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Le barbu hocha la tête, prit un cocktail à la goyave et me souhaita une bonne journée. Pendant qu'il se dirigeait vers la sortie, je le fixais, incapable de comprendre qui il me rappelait. Et puis, soudain, je pensais au prophète et manquais de rire, malgré la situation tragique. Chibok, ici, dans un bar portuaire? C'était évidemment absurde. Tout le monde sait qu'il vit dans un palais de marbre blanc dans l'Himalaya et ne quitte jamais les montagnes. Le temps passa, les clients venaient et partaient, et le café se vida peu à peu. Bien sûr, elle n'était pas venue. J'avais trouvé son adresse dans un annuaire. Un grand manoir à 2 étages au bord de la mer, digne d'une série télévisée. Je m'introduisis dans la maison par la fenêtre de la cuisine et montai silencieusement à l'étage. Plus rien ne pouvait m'atteindre. J'étais comme une balle dans un revolver, cherchant sa cible. Sa chambre était en face de celle de notre fille. Je m'arrêtai entre les 2 portes et pour la première fois, je ressentis une étrange émotion. Non, c'était bien plus intense. C'était comme si 1000 petites mâchoires mordaient mes veines. Je transpirais et faillis perdre connaissance. Quelque chose changeait en moi. Je ne pus résister à la tentation et ouvris la porte de la chambre d'enfant. Ma fille, un véritable ange, dormait paisiblement, les mains posées sous sa joue droite. La lumière de la lune éclairait son visage délicat. Elle ressemblait à Nicole, notre fille. Ma main tremblante se tendit vers elle et mes doigts sales frôlèrent son front. À cet instant, je ressentis un choc électrique intense et des images défilèrent dans ma tête. Je vis ma fille à 10 ans lisant une rédaction devant sa classe, puis à 16 ans, magnifique dans sa robe de bal. À 25 ans, je la voyais se marier. Des millions d'images s'enchaînèrent. Je la vis jeune et vieille, entourée de lumière et d'ombre. En un instant, j'avais entrevu toute sa vie. Le choc me fit reculer et je tombai à la renverse, manquant de peu de réveiller la petite. Quelque chose continuait de mordre mes veines, perforait mon cœur, contractait mes poumons et trouait mon estomac. Je rampais jusqu'à la porte et parvins à me relever dans le couloir. L'adrénaline me submergeait. J'avais l'impression que la fin était proche. J'ouvris la porte de la chambre de Nicole, le revolver pointé devant moi. Elle dormait profondément. En quelques pas, je couvris sa bouche de ma main et la bouche du revolver se posa sur son front. Elle ouvrit les yeux et tenta de crier, mais seul un gémissement en sortit. « Pas un mot », dis-je d'une voix glaciale. « Je peux te tuer ici et notre fille verra tout, ou tu te tais et on fait ça dehors. »
Je n'avais jamais vu une telle terreur dans les yeux de quelqu'un. Nicole hocha la tête. « Très bien, viens avec moi. » Elle murmura. « Que veux-tu, Greg ?» En me regardant comme un fou. « Peu importe maintenant. Viens avec moi. » Nous sortîmes vers la plage. En chemise de nuit blanche, ses cheveux lâchés, elle ressemblait à un fantôme. Nous marchâmes 3 kilomètres le long des vagues qui frappaient le rivage, devant des villas avec des terrasses et des escaliers descendant vers la mer. Le vent fouettait ses cheveux, les mouettes tournaient au-dessus des vagues sombres où une bouée verte tanguait. Nicole me bombardait de questions sans réponse. « Reste ici, » lui dis-je en posant le canon contre sa tempe. « Tu ne sentiras rien. » Elle ferma les yeux et se mit à pleurer. J'essayais de me concentrer, mais mon doigt restait immobile sur la gâchette, comme figé dans la pierre. Les secondes passaient, elle sanglotait, et je ne parvenais pas à tirer. « Pourquoi ?» sanglotait-elle. « Tu es complètement fou, parce que tu n'as pas tenu ta promesse, » dis-je entre mes dents. Son visage en larmes exprimait la confusion. « Nom de Dieu, Nicole !» hurlai-je. « Tu n'es pas venue. J'ai dit d'être là à 8 heures, et tu n'es pas venue. » Martha avait mal aux dents. Nous étions à l'hôpital. J'aurais appelé, mais je n'avais pas ton numéro. Martha. Ma fille s'appelait Martha. Ce nom me réchauffa brièvement le cœur, mais ce sentiment se dissipa rapidement dans les fissures de mon âme déchirée. J'avais déjà mis un pied dans l'éternité. « Peu importe maintenant, » criai-je, la voix rauque, imitant ses sanglots. « Tu n'as pas tenu ta parole. Je dois te tuer. Je suis obligée. »« Mon Dieu, tu es fou !» reprit-elle. « À qui dois-tu cela ? De quoi parles-tu ? Tu ne comprendras pas. J'ai trouvé mon guide. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Une lueur de compréhension éclaira son visage. « Tu es allé contre les préceptes de Shibok. Tu cherches la mort. Désolée, Nicole, tu m'as volé ma vie. Je vais devoir prendre la tienne. J'espère que notre fille ne subira pas le même destin. Vas-y. » Elle saisit le revolver et le pressa plus fort contre sa tempe. « T'es-tu encore là ? Qu'attends-tu ? » Je ne pouvais pas. Bon sang, je ne pouvais pas la tuer. Je ne pouvais pas tuer quelque chose d'aussi beau. Maudite Rita, que se passera-t-il si tu ne me tues pas ? Nicole avait cessé de pleurer. Elle m'avait toujours impressionnée par son intelligence. Elle savait toujours saisir les situations mieux que n'importe qui. Ils mourront tous. Dis-moi une chose, Greg. Es-tu allé voir notre fille ? Je baissai les yeux. Mon Dieu, Greg, elle mourra aussi. L'obscurité du ciel se dissipait peu à peu, annonçant l'aube. Le temps s'écoulait. Tue-moi, Greg. Je ne t'en veux pas. Je n'ai jamais voulu vieillir, tu le sais. Bon sang, tais-toi, je ne peux pas. Je retirai le revolver de sa tempe et m'effondrai sur le sable, submergé pour la première fois depuis des années par de véritables sentiments humains. Je pleurais comme une petite fille, cachant mon visage dans mes mains. Elle s'assit à mes côtés et m'entoura de ses bras. Nous étions entremêlés dans cette étreinte silencieuse. Personne n'est à blâmer, c'est notre destin. Shibok a lancé les dés. Sois un homme, tue-moi pour notre Martha. Nicole plaça à nouveau le canon sur sa tempe. Tire, ordonna-t-elle d'un ton sévère. Je me relevai, essuyai mes larmes, pris une grande inspiration et expirai profondément. Elle était agenouillée dans le sable et c'était insoutenable. Tire, répéta-t-elle. Une rafale de vent entremêla ses cheveux et je sentis une présence étrangère. En me retournant, je vis Rita. Elle avait suivi nos traces. « Il te reste 1 minute, dit-elle. Tu m'as trompée. Tu savais tout.
Tu as tout orchestré. Je me jetai furieusement sur la brune, mais fus projetée en arrière, comme si j'avais percuté une barrière invisible. 30 secondes, humain, dit Rita. Maintenant ou jamais. Greg, pour l'amour du ciel, tire, ou je le ferai moi-même, cria Nicole. Je me relevai, visai sa tête et appuyai sur la détente. Le coup de feu fit s'envoler un nuage de mouettes des rochers côtiers, et Rita fut projetée en arrière de quelques mètres, s'effondrant sur le sable, bras écartés. Une tache sombre de sang se répandait sur sa veste. Je m'écroulai à genoux, transpercée par une douleur atroce dans l'abdomen. Ce qui s'était passé dans la maison revint à moi de façon triplée. Mes veines semblaient exploser de l'intérieur. Des décharges électriques parcouraient mon corps et mes organes se contractaient, fusionnaient, libérant un liquide sombre de mes entrailles. Je vomis une sorte de boule noire, de la taille d'un pamplemousse. Un bourdonnement effroyable emplissait mes oreilles, si intense que mon crâne semblait sur le point d'exploser. Rampant vers Rita à quatre pattes, je la vis me sourire d'un air étrange. Un piège, murmurai-je, alors que mes forces m'abandonnaient. La brune arracha un collier avec un étrange talisman en forme de petite sphère ajourée en bronze et me le tendit. Au contact du métal, je fus envahi par le secret profond de l'immortalité. Une énergie perça chaque cellule de mon corps, remplaça mon ADN, effaça mes empreintes digitales. Rita, quant à elle, se dissout dans le sable, telle une silhouette éphémère de mousse de mer colorée.